La culture nordique, la culture suédoise, est une culture très ouverte, très sociale et démocrate. Donc ça veut dire que chaque employé a une voix qui compte et la même voix que des gens qui soient CEO ou qui sont des grands dirigeants de cette société. Donc ça veut dire que chacun peut contribuer à sa manière. Donc c'est vraiment une société ouverte. C'est une société qui s'est vraiment construite, d'où le haut de Sobi, sur les maladies rares. Quand une maladie est rare et qu'elle ne concerne que quelques patients, l'effort de recherche entrepris par les laboratoires, à un moment ou à un autre, doit être valorisé. Et donc, on voit bien, et c'est un peu le principe que l'on connaît même dans notre société de manière générale, moins il y a de patients, plus le prix du médicament par patient est important. Donc, de l'autre côté, ce qu'il faut regarder, c'est la capacité du système. Et quand je parle de système, je parle en France, en tout cas de la sécurité sociale et des payeurs, à absorber ces coûts. Aujourd'hui, on n'est qu'à l'aube de ça, parce que, encore une fois, 5% de maladies ont des traitements. Donc pour moi, cette expérience-là a été enrichissante parce que, honnêtement, les 3-4 premiers mois, je ne comprenais rien à ce qui se passait. Mais vraiment rien. Et c'est un peu difficile quand on arrive à un certain âge, à 45 ans, qu'on a fait une partie de sa carrière, de débarquer dans un poste, les gens vous parlent, on comprend rien. Donc voilà. Maintenant, l'avantage, c'est que je comprends mieux le market access et le pricing. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Sébastien Leroux, le DG de Sobi, laboratoire expert dans les maladies rares. Et on va parler d'être engagé dans les maladies rares aujourd'hui. Les maladies rares, c'est le propre de maladies qui concernent parfois une poignée de patients en France. Et même si aujourd'hui la médecine de précision se rapproche de plus en plus de ces modèles ultra personnalisés et nichés, ce modèle est si particulier qu'il attire la curiosité. Comment on fait pour avoir une structure viable avec une poignée de patients par pathologie ? Comment structure-t-on une prise en charge ? Est-ce des modèles durables pour les années à venir ? En fait, c'est un vrai secteur de pionniers. Un secteur de ceux qui défrichent, qui prennent des risques, qui construisent des modèles nouveaux parce que rien n'est comparable à ce qui se fait ailleurs. Sébastien Leroux fait partie de l'un d'eux. Sébastien est le GM de Sobi depuis 4 ans et j'ai voulu comprendre comment ce stratège qui a passé sa carrière chez GSK, Eisai Roche, en est arrivé là. J'ai voulu comprendre comment il a construit sa posture et ses ressources personnelles depuis 25 ans pour embrasser ce rôle de pionnier. Je suis Nathalie Laït, vous écoutez Pharma Minds. Et au travers de l'aventure de Sébastien, je vous amène au cœur de la prise en charge des maladies rares aujourd'hui. Bonjour Sébastien. Bonjour Nathalie. Je suis hyper contente d'être avec toi aujourd'hui. Je sens que ça va être un épisode fascinant. J'espère. En tout cas, merci de me recevoir. On va commencer en douceur. Donc, on va parler un peu de Sobi. C'est un expert dans les maladies rares. Est-ce que tu peux m'expliquer rapidement c'est quoi sa spécialité ? Tout à fait. Alors Sobi, c'est un nom qui est assez peu connu finalement, même dans l'environnement de l'industrie pharmaceutique. Pour les auditeurs et pour simplifier ce que je dis souvent, il faut surtout retenir les 2 premières lettres. S pour suédois et O pour orphan. Donc nous sommes un laboratoire suédois spécialisé dans les maladies orphelines. Donc parti depuis le Grand Nord, depuis les pays scandinaves. On s'est ensuite installé dans le reste de l'Europe, aux États-Unis depuis 4 à 5 ans et maintenant dans le monde entier, avec une vraie spécialité sur certaines maladies rares, pas toutes, parce que c'est un des points structurants des maladies rares, c'est qu'il y en a plus de 7000 connues à ce jour et que uniquement 5% d'entre elles ont des traitements. Donc les enjeux autour de ces pathologies, c'est de l'accès aux produits, c'est du diagnostic de patients, trouver les patients, c'est aussi accompagner en fait ces patients, la prise en charge. Est-ce que tu peux aussi simplement nous expliquer la particularité de ce modèle en pratique, au-delà du fait que donc il y a beaucoup de pathologies, peu de traitements ? Oui, tout à fait. Alors, on a la chance en France, il faut le dire, de temps en temps, quand ça fonctionne bien, on a la chance en France d'avoir ce que l'on appelle des plans nationaux maladies rares. Donc, il a été décidé il y a une dizaine d'années maintenant de structurer ces plans, un peu comme à l'époque, il avait été décidé par le président Chirac de monter des plans cancer. Donc, on a reproduit un petit peu le même modèle sur les maladies rares. Et on est aujourd'hui au 4e plan. D'ailleurs, j'en profite pour dire que cette année, nous aurons un 29 février. Donc, nous sommes une année bissextile. Le 29 février est la journée la plus rare de l'année, puisqu'elle n'intervient qu'une fois tous les 4 ans. Et donc, ce sera la journée mondiale des maladies rares. Donc, au travers de ces plans, ont été proposés, ont été structurées des filières de prise en charge de ces maladies rares. Il y en a 23 aujourd'hui en France. Et donc, sur les maladies rares qui sont identifiées, ces filières ont été structurées autour du soin, notamment, avec des centres nationaux
de référence. Donc, dès lors qu'on a une maladie rare, qu'elle est identifiée, qu'elle est dans une filière, il y a toujours en France un hôpital, en général un CHU, qui est un centre national de référence. Et en fonction ensuite du nombre de patients atteints de ces maladies rares, il y a des centres régionaux de compétences. Plus la maladie est rare, moins il y a de centres de compétences régionaux. Plus la maladie a un nombre de patients important, plus il y a de centres régionaux disponibles en France. Les problématiques, elles sont relativement simples, tu l'as dit. D'abord, c'est l'identification de ces maladies. Quasiment tous les jours, on découvre de nouvelles maladies rares, parce que parfois, ça peut toucher une poignée de personnes. Parfois, ça touche plusieurs poignées de personnes, puisqu'en général, la définition d'une maladie rare, c'est dès lors qu'une personne sur 2000 est atteinte de maladies rares. Donc, on dit souvent, et vous l'avez peut-être entendu au Téléthon pour ceux qui regardent ou qui soutiennent le Téléthon, on dit souvent les maladies sont rares, mais les malades sont nombreux. Parce que quand on multiplie 1 sur 2000 fois 7000 maladies, on arrive à 3 millions de personnes en France. 3 millions de personnes sont atteintes de maladies rares. Donc, le problème principal, c'est d'abord, quelle est cette maladie ? Est-ce qu'elle est connue, pas connue, décrite ? L'errance diagnostique des patients. En moyenne, on dit qu'un patient est en errance de 5 à 7 ans avant d'avoir un diagnostic qui est posé. Et ensuite, bien évidemment, j'en parlais tout à l'heure, les traitements, puisqu'il n'y a que 5% des maladies rares qui aujourd'hui ont un traitement connu. Donc 95% d'entre elles, une fois qu'on a réussi à poser le diagnostic, on n'a pas forcément le traitement adéquat. Donc, c'est être capable de, en gros, mettre le médecin qui est capable de faire un diagnostic face à un traitement quand il y en a un. Quand il y en a un, alors en sachant qu'effectivement, quand on est médecin généraliste, on commence tous par nos médecins généralistes. Les médecins généralistes ne peuvent pas être formés à 7000 maladies rares, ça n'est pas possible. Et ce d'autant plus que tous les jours, encore une fois, comme je le disais, c'est peut-être un peu trivial de dire tous les jours, mais régulièrement, on découvre de nouvelles maladies qui bien souvent ont des noms imprononçables parce que ce sont le nom tout simplement des médecins qui ont découvert ou qui ont décrit cette pathologie. Donc on commence par son médecin généraliste qui n'a pas cette connaissance-là, donc parfois va se dire prescrit des examens, prescrit pas mal de choses, et puis on se dit tiens, finalement au bout de quelques temps, quelques mois, peut-être une année, on passe à un spécialiste de ville qui a une connaissance peut-être un peu plus fine. C'est pas forcément toujours le bon spécialiste, parfois on envoie chez un neurologue et ça peut être une autre spécialité. Et puis au bout d'un moment, parce que ça arrive, on trouve le bon médecin, on trouve le bon centre. Et dès lors que c'est identifié, que la maladie est identifiée en France, le gros avantage, c'est qu'ensuite la prise en charge va vite. Okay. Parce que ces filières existent et parce que ça a été décrit dans les différents plans nationaux de maladies rares. Le 4e arrivant là, incessamment sous peu, d'ici fin février. Je reprends un peu de hauteur. Du coup, c'est un acteur nordique. En quoi ça change, en fait, je ne sais pas si c'est la culture de l'entreprise ou l'approche ? Alors, ça change beaucoup de choses d'un point de vue culturel. Moi, tu l'as dit tout à l'heure, je suis passé par quelques sociétés. La culture nordique, la culture suédoise, est une culture très ouverte, très sociale et démocrate. Donc, ça veut dire que chaque employé a une voix qui compte, et la même voix que des gens qui soient CEO ou qui sont des grands dirigeants de cette société. Donc, ça veut dire que chacun peut contribuer à sa manière. Donc, c'est vraiment une société ouverte. C'est une société qui s'est vraiment construite, d'où le haut de Sobi, sur les maladies rares. On voit aujourd'hui, parce qu'il y a un besoin médical non couvert qui est immense, avec ces 95% de maladies qui n'ont pas de traitement, on voit que beaucoup de sociétés pharmaceutiques se lancent dans les maladies rares, soit parce que, comme nous, il y en a certaines, elles sont spécialisées et dédiées depuis des années uniquement aux maladies rares, soit parce que certains grands groupes avaient à l'intérieur de leur pipeline de R&D des molécules qu'ils ont testées pour certaines maladies rares, ça a fonctionné, donc ils ont développé en interne des unités maladies rares, soit parce qu'ils n'avaient rien et qu'ils se sont dit que c'était un peu comme, on va dire, l'oncologie ou l'hématologie dans les années 2000 ou encore 2010 ou 2020. Et donc, ils se sont dit, il faut qu'on soit présent dans les maladies rares pour contribuer. Et on a vu récemment pas mal d'acquisitions, notamment avec des prix assez élevés, de laboratoires de maladies rares par des plus grands groupes pharmaceutiques qui n'étaient pas présents là. On va y venir juste après. Parfait. Ouais, on peut y venir tout de suite. Du coup, bien sûr. C'est vrai que depuis, je dirais même 10-15 ans, en fait, c'est des traitements en fait, qui éclosent de plus en plus dans le monde de la pharma, avec des pépites scientifiques, des game changers pour des patients, et une rentabilité forte. Donc, elles sont très regardées par des grands groupes, puis on a des gros deals. On pense par exemple à Shire avec Takeda, il y a Alexion qui s'est fait racheter par AZ aussi, avec après des intégrations qui sont
différentes. Et souvent, elles restent aussi indépendantes, avec des manières différentes de faire. On a parlé un peu du contexte de l'accès. Il y a donc le diagnostic, on a le financement, qui est aussi un vrai sujet sur ces traitements, et le peut-être modèle de partenariat, qui est aussi peut-être encore plus développé en fait que dans d'autres modèles pharma. Est-ce que en fait, par quoi ça passe la pérennité de ces modèles? Est-ce que c'est par quoi ça passe? Alors, c'est une très très bonne question, parce que c'est une question qui est compliquée, et évidemment les autorités s'y penchent depuis quelques années maintenant. Tu l'as dit, quand une maladie est rare et qu'elle ne concerne que quelques patients, l'effort de recherche entrepris par les laboratoires, à un moment ou à un autre, doit être valorisé. Et donc, on voit bien, et c'est un peu le principe que l'on connaît même dans notre société de manière générale, moins il y a de patients, plus le prix du médicament par patient est important. Donc, de l'autre côté, ce qu'il faut regarder, c'est la capacité du système. Et quand je parle de système, je parle en France, en tout cas de la sécurité sociale et des payeurs, à absorber ces coûts. Aujourd'hui, on n'est qu'à l'aube de ça, parce que, encore une fois, 5% de maladies ont des traitements. Dans un monde idéal, on souhaiterait que toutes les maladies puissent avoir des traitements. Mais quand on parle de pathologies qui ne comportent que 5 ou 10 ou 15 patients sur cette pathologie-là, on peut imaginer qu'on ne va pas être sur des prix équivalents à des médicaments qui sont vendus à des millions et des millions de on a aucun amortissement, pas du tout de la même échelle, pas du tout le même toute la chaîne de production de tout, quoi. Exactement, c'est pas le même système. Aujourd'hui, on a de plus en plus, et encore une fois, ça n'est que l'aube et que le début de la vague. On voit qu'il y a beaucoup de traitements, notamment des thérapies géniques, qui arrivent pour corriger les problèmes génétiques. Ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, un autre chiffre sans vous abreuver de chiffres, c'est que les pathologies, maladies rares, sont entre 70 et 80% génétiques. Donc c'est aussi grâce à cela, entre guillemets, qu'on réduit l'errance diagnostique, parce que quand on a quelqu'un dans la famille qui est atteint de cette pathologie et qu'on regarde l'arbre généalogique, on se dit, bon, il y a un doute et cela peut être telle ou telle pathologie. Donc on peut, pour certaines, aujourd'hui, arriver à corriger génétiquement cette pathologie-là. Mais on imagine bien que toute la technologie qui est derrière, toute la science qui est derrière coûte très cher. Et donc au niveau des autorités, on est maintenant sur un vrai problème de soutenabilité du système, avec des médicaments qui vont arriver, qui ne traitent plus la masse, mais vont traiter quelques personnes. Tu parlais de personnalisation tout à l'heure. C'est vraiment ça, mais avec des coûts de développement et des coûts de production qui sont très élevés. Donc ça, c'est vraiment le sujet majeur pour moi. Si demain, on veut arriver à traiter un grand nombre de pathologies, il va falloir réfléchir à comment financer ces innovations, parce que là, on n'est plus sur des millions et des millions de gens, par exemple, qui prennent un traitement anti-asthmatique ou parfois des antibiotiques. Et encore, quand je dis ça, on voit bien les problèmes de pénurie que nous avons actuellement en France, même sur ces médicaments-là. Donc on est sur presque on passe on va dire du prêt-à-porter à la haute couture et de la haute couture à la dentelle, si je le résume comme ça. Donc c'est le problème essentiel pour moi. Ouais, je te pose la question parce que je sais que c'est des contextes aujourd'hui qui sont difficiles pour tous les médicaments, mais peut-être encore plus pour ces pathologies rares, du fait de cette complexité. Si on se projette, je sais pas, à 5 ans, 10 ans, et que tu m'expliques que cette vague va arriver, j'imagine que c'est aussi des mécanismes que vous commencez peut-être à réfléchir, inventer, créer, sans forcément dévoiler de choses ou juste partager un peu c'est quoi les grandes lignes directrices en fait qu'on voit émerger, et puis la manière en fait de regarder ce problème, de dire pour maintenir un accès aux soins. Alors nous, on a nos lignes directrices à nous, ou nos réflexions exactement à nous, internes en tant que laboratoire, et puis il y a aussi des autorités qui réfléchissent à ça. Donc sans dévoiler ou trahir de secret, je pense que les gens qui nous écoutent sont tout à fait informés de ça. Les premières lignes ou les premières idées qui émergent, c'est de se dire, avant, on avait des médicaments pour plutôt de la masse. Donc, on donne un prix qui est équivalent à l'impact de la pathologie sur la société multiplié par le nombre de personnes. Et on arrive, quand on va en pharmacie, on prend son traitement, il est délivré, c'est pris en charge directement sur la carte vitale par la Sécu, donc tout va bien. Il n'y a pas de problème. Quand on parle de certaines thérapies géniques qui peuvent coûter plusieurs millions
d'euros pour un patient. Évidemment, quand on se projette sur le long terme, on dit on corrige une pathologie génétique, ça coûte plusieurs millions, mais sur l'ensemble de la vie de la personne, c'est amorti. Parce que sinon, le traitement de cette personne-là ou les traitements de cette personne-là auraient coûté 5 ou 6 fois plus. Mais sortir une grosse somme d'argent d'un coup comme ça, si je le compare à quelque chose on va dire, de trivial qui nous arrive à tous ou à beaucoup dans notre vie, c'est un peu comme quand on fait un prêt. C'est-à-dire qu'on achète un appartement et puis on se dit, on prend un prêt sur 10, 15, 20 ans. Donc, une des premières pistes, c'est de dire, au lieu de payer et de rembourser tout de suite, là, maintenant, pour ce patient, ce montant d'argent, pourquoi on ne l'étalerait pas sur plusieurs années? Donc ça, c'est la première chose. Plusieurs années, c'est 25 ans Alors, je ne sais pas, ça, c'est les autorités qui décideront, mais on va dire peut-être 5 ans, peut-être 10 ans. L'autre point qui est fondamental, et ça, je pense que tout le monde est d'accord, l'industrie, les payeurs, tout le monde, c'est ce qu'on appelle en anglais le pay for performance, c'est-à-dire que si on a une thérapie qui va venir corriger un défaut génétique, on ne peut attendre des autorités, et c'est tout à fait logique, qu'elles ne payent que si ça fonctionne. C'est-à-dire que, imaginons que pour une raison ou pour une autre, on ne corrige pas la pathologie, on ne sait pas pourquoi, scientifiquement ça peut arriver, on ne va pas demander à la collectivité de payer pour ça alors que ça n'a pas fonctionné. Donc ça, ce sont les deux premières pistes qui sont un peu, on va dire, réfléchies, communes, et où tout le monde est à peu près d'accord. Qui sont aussi peut-être des manières aussi d'inspirer plus globalement en fait, le secteur. Oui, je pense que le secteur est assez ouvert à ça. Encore une fois, on voit bien, tu l'as dit tout à l'heure, le fait que même des sociétés qui, encore il y a 2-3 ans, ne travaillaient pas du tout dans le milieu des maladies rares, sont intéressées pour venir apporter leur côté scientifique, leur recherche, leur technologie, leurs compétences et contribuer au développement des traitements de maladies rares. On voit bien que c'est un engouement très très fort. Je lisais là il y a encore quelques semaines, je crois qu'il y a plus de 40-45% des médicaments qui sont aujourd'hui en développement, donc en développement précoce, plutôt phase 1, voire phase 2, 45% du pipeline de l'industrie pharmaceutique concerne les maladies rares. Alors à l'intérieur, il peut y avoir aussi des cancers rares, parce qu'on sait que l'oncologie a été depuis 20 ans, peut-être même 30 ans, le premier domaine dans lequel la recherche a investi de manière massive. Donc il y a aussi de l'oncologie rare, qui peut s'apparenter à des maladies rares, mais 45% de l'investissement du pipe, c'est dans les maladies rares. Donc tout le monde se préoccupe de ces maladies rares en ayant conscience que les systèmes, en tout cas les systèmes socialisés, et c'est pas du tout politique ce que je dis, mais on va dire les systèmes tels qu'on les connaît en Europe de prise en charge des médicaments ou au Canada par exemple, à l'opposé des systèmes américains, qui eux sont des systèmes essentiellement privés, ne pourra pas financer et tout payer. Sinon, c'est pas possible. Ou alors, il va falloir que nos impôts soient multipliés par 10, 20 ou 50. Donc, la pérennité de ces modèles, ça passe aussi donc, par une innovation qui est active, avec des phases de R&D qui sont du coup hyper productives, performantes. C'est quoi, en fait, le modèle de R&D de Sobi aujourd'hui ? Alors, c'est une bonne question, parce que notre modèle de R&D, je dis souvent chez Sobi, on est un petit peu particulier. On n'a pas de R, mais on a du D. C'est-à-dire que le choix de Sobi depuis 2017 a été de ne pas partir depuis la recherche fondamentale. Donc la vraie recherche au sens premier du terme, qui est d'aller chercher des molécules, comprendre un mécanisme d'action d'une pathologie, aller ensuite trouver des molécules qui répondent à certaines de ces voies de fonctionnement de la pathologie, et ensuite se mettre sur une paillasse, développer des molécules, les screener et partir en développement clinique. Le choix qui a été fait depuis 2017 était plutôt de signer des partenariats avec des sociétés qui elles-mêmes ont fait ce travail-là, et des partenariats sur des molécules qui, elles, sont en fin de développement clinique. Donc, on est plutôt sur ce type de modèle, sachant que nous sommes dans le domaine. Alors, plutôt phase 3. Je peux vous donner quelques exemples qui sont que, par exemple, un matin, en arrivant au bureau, on apprend que nous avons signé ce type de partenariat sur une molécule. Et 2 mois après, c'était CHMP et AMM européenne 3 mois après. Donc là, il faut développer un certain type de compétences que tout le monde n'a pas forcément, qui est de rapidité d'intégration de la molécule, de compréhension, connaissance de l'environnement, de pouvoir connecter très vite avec les centres dont je parlais tout à l'heure, pouvoir comprendre ce qu'on va pouvoir faire avec cette molécule et comment on va pouvoir servir la communauté des patients. Donc c'est vraiment des compétences que nous avons développées qui sont différentes des autres. On est un petit peu moins sur la recherche. Par contre, quand on signe un partenariat, on continue à développer la molécule sur cette indication ou d'autres indications qui peuvent émerger, et ensuite surtout intégrer et être un vrai spécialiste des maladies rares dans l'écosystème français.
D'accord, donc ça veut dire que vous avez combien de molécules à lancer, je sais pas, par an? Comment ça se passe? Est-ce que tu as une Bon, alors, chose à les partager? molécules à lancer, oui, bien sûr. En général, on est plutôt, si je mixe molécules et indications, parce que certaines molécules Ouais. peuvent avoir 3, 4, 5 indications, on est sur entre 1 et 2 par an, en général. Malheureusement, et je le dirais comme ça, peut-être un petit peu moins en France que dans d'autres pays, parce que le chemin d'accès du médicament sur le marché en France est souvent un petit peu plus compliqué Mmh. et plus long. Mmh. Donc ça veut dire que ça c'est plus tardif, c'est ça? C'est Alors, plus décalé? tardif, c'est sûr, Ouais. même si, je ne sais pas si des gens des autorités vont nous écouter, Auront le plaisir de nous écouter. auront le plaisir de nous écouter, même si depuis 2021, maintenant, on va dire début 2022, beaucoup de choses ont été mises en place en France, avec ce que l'on appelle, par exemple, les accès précoces. Je crois qu'il y a eu une réflexion en France de se dire, les molécules arrivent trop tard sur le marché, ou arrivaient trop tard sur le marché, donc pourquoi ne pas s'inspirer de l'Allemagne? Ce que l'on fait souvent dans beaucoup de domaines et pas uniquement l'industrie pharmaceutique. Donc ils se sont dit, avant ou après la l'AMM européenne d'ailleurs, il y a possibilité d'avoir un accès précoce pour certaines molécules, dans une certaine indication, parfois pas toute l'indication visée par la l'AMM, ça peut être plus restreint que ça, pour couvrir un besoin. Donc on met le médicament, évidemment, il faut que ce soit validé par les autorités, par la haute autorité de santé, mais on peut mettre le médicament à disposition avant même d'avoir fini tout le process classique que l'on appelle le droit commun, avec négociation en commission de transparence et ensuite négociation de prix. Donc ça permet d'avancer parfois d'un an, 2 ans, peut-être 2 ans ou 3 ans, la mise à disposition du médicament pour que les patients puissent en bénéficier. Donc ça, c'est, on va dire, ce qui a été amélioré en France. Et il n'en reste pas moins qu'on continue à négocier pendant ce temps-là, ou en tout cas les hautes Ouais. autorités de santé, elles revoient tous les dossiers en parallèle, et que la mise à disposition pleine et entière dans l'ensemble de l'indication subit toujours un décalage par rapport à d'autres pays européens. Mmh. Et je regardais, Sobi en fait, donc c'est un acteur spécialisé. Tu peux me rappeler la taille en fait mondiale de Oui, alors la taille mondiale, à peu près, aujourd'hui, on est à peu près à 2000 employés, 1000 2000 employés personnes mondial? Ouais. au niveau mondial, à peu près 2 milliards d'euros, donc c'est facile, 2 D'accord. à retenir. Et surtout avec le fait que nous soyons européens au départ. Donc on a aux États-Unis, C'est par ça que exemple, j'essaie de comprendre en fait. une présence qui n'est pas encore très développée. D'accord. Ce qui est totalement différent de ce que l'on connaît dans le modèle des laboratoires classiques, on va dire, et encore plus maladies rares. En général, c'est 80% aux États-Unis et 20% dans le reste du monde. Nous, on est encore très présents en Europe. Donc historiquement, ce qui fait aussi que l'Europe est précieuse. Enfin, c'est important pour Sobi. Donc aussi les molécules doivent arriver en Europe où vous y prêtez de l'attention. Ouais. Et dans votre manière de faire, du coup, le fait d'être petit comme ça et d'avoir du coup des molécules qui peuvent débarquer sur le bureau quasi d'un jour à l'autre, j'imagine que ça demande beaucoup d'agilité. Je me suis enfin intéressée, parce que j'ai quand même fait mon travail, je me suis intéressée à lire en fait sur votre site internet les valeurs de Sobi. J'ai retrouvé 2 choses qui sont assez marquantes. J'ai retrouvé le ownership, c'est-à-dire en fait une responsabilité en fait de business et qui est quasi entrepreneurial. Donc je trouve ça assez intéressant. Et le deuxième truc, c'est l'urgence. L'urgence, donc c'est pour être capable de mettre rapidement une molécule sur le marché. Est-ce que tu peux m'en parler au regard de ce que toi tu vis en fait au quotidien? Est-ce que c'est des valeurs qui sont sur un site ou pas? Alors, oui, elles sont sur un site. Mais l'idée, c'est de les vivre au quotidien. Alors, on est dans la période des entretiens de fin d'année, comme beaucoup de gens, ou d'évaluation. Tu les de répètes fin d'année. beaucoup, c'est ça? Donc, nous avons une section que nous discutons régulièrement avec chaque collaborateur sur ces 5 valeurs. Tu en as cité 2, mais il y en a 5. Je pense que... Donc, il y en a 2 qui ont attiré mon œil parce que je les trouve pas du tout communes en fait. Ouais. Et je me dis pour réussir à écrire ça, c'est que tu dois vivre des choses en fait. Alors tout à fait. Alors le ownership, et tu en as parlé, le côté entrepreneuriat, moi c'est une des choses qui m'a le plus marqué quand je suis arrivé chez Sobi, donc il y a 4 ans, surtout venant d'une société beaucoup plus importante sur le marché, avec beaucoup plus de personnes. Quand on crée des sociétés comme ça, je l'ai aussi vu quand j'étais chez Esaïe, il y a plus de 20 ans maintenant, parce que j'étais l'employé numéro 4 ou 5, je crois, de chez Esaïe France. La filiale venait à peine de se créer. Ce ne sont pas des mots vains. C'est-à-dire que les gens ne se disent pas, tiens, je vais appeler tel service ou je vais demander à tel collègue de faire ça ou de faire telle activité pour moi. Non. C'est-à-dire qu'on se dit,
voilà ce qu'il faut faire, on le fait. Et les gens se retroussent les manches et on a vraiment des entrepreneurs. Et je dirais même plus que plus les gens sont anciens chez Sobi, plus ils représentent ça. Parce que quelque part, ils sont venus chercher ça. Ils sont venus chercher ce côté entrepreneurial. Ce côté maladie rare, c'est indéniable. Aujourd'hui, sur le marché, beaucoup de gens sont attirés par les maladies rares, par l'oncologie et par les maladies rares. Donc, on voit beaucoup de gens qui veulent faire toute leur carrière dans les maladies rares ou dans l'oncologie. Donc, ce côté entrepreneurial, on le voit. Les gens ne sont pas les deux pieds dans le même sabot. S'ils n'ont pas la réponse, ils vont chercher la réponse. Ce qu'il faut éviter quand on fait ça, c'est que chaque individu entreprenne, on va dire, de son côté, sans se coordonner avec les autres. Parce que sinon, c'est le chaos total. Donc, on va très vite. Les gens n'attendent pas que ça leur tombe dessus. Ils vont chercher. Et ça, c'est une vraie valeur importante pour nous, qui est assez reliée à ce que tu dis sur la partie urgence ou urgency. L'urgency, elle est double. Elle est sur on ne peut pas nous attendre pour développer ce que nous avons à développer ou pour faire ce que nous avons à faire. Et ce qui nous anime, c'est s'assurer que les médicaments soient disponibles pour les patients. Je crois que urgency, comme beaucoup de gens, si je dois donner un exemple, c'est toute la manière, je n'y étais pas encore, je suis rentré quelques mois après, toute la manière dont la partie Covid et pré-Covid a été gérée. Notamment pour s'assurer que sur des pathologies, toutes les pathologies pour lesquelles nous avons des traitements, les traitements soient disponibles. Souvent, ce sont des traitements qui sont disponibles ou dispensés à l'hôpital. Donc, comment on s'assure, quand on voit qu'il y a une pandémie qui arrive, on n'a pas non plus 3 mois pour se préparer, comment on s'assure qu'on a suffisamment de stock, que les médicaments vont être disponibles, que les patients vont pouvoir aller les chercher à l'hôpital avant qu'il y ait un confinement. D'accord. Donc ça, c'est vraiment ça qui anime aussi les gens sur le sens de l'urgence. Et si je suis très honnête, c'est tellement ancré dans les mentalités des collaborateurs de Sobi que de temps en temps, moi-même, je suis obligé de leur dire un peu plus doucement. Parce que tout ne doit pas être urgent tout le temps. Sinon, à la fin, on s'épuise. Okay. Donc, il faut vraiment prioriser, chercher, se dire qu'est-ce qui est vraiment urgent. Nous, notre rôle, c'est mettre à disposition des médicaments, s'assurer qu'il y a une continuité de la mise à disposition et amener des services, à la fois pour les filières de traitement maladie rare et pour les patients, qui vont permettre aux patients d'aller mieux. Et peut-être une dernière chose sur quoi tu pourrais nous éclairer, c'est le côté partenariat, en fait. C'est aussi le fait d'être une petite structure, d'avoir ce sens de l'urgence. C'est aussi de se dire, en fait, il faut trouver des leviers un peu externes pour arriver à ses fins, j'ai envie de dire. Même pas se démarquer, c'est juste arriver à ses fins. Oui, tout à fait. Alors, l'avantage d'une petite structure, si on se compare, et encore une fois, de sociétés que j'ai également connues, on l'espère en tout cas, c'est que les circuits de décision soient plus rapides. C'est que l'on soit plus flexible, que l'on puisse donner des réponses sur des idées, des projets de partenariat plus vite que d'autres. Donc ça, honnêtement, je le vis quasiment au quotidien chez Sobi et je pense qu'on est assez rapide dans ces prises de décision et dans ces sujets. On est assez flexible. La deuxième chose, c'est l'expertise des gens. C'est-à-dire que quand on est vraiment dédié aux maladies rares et pour certaines équipes, à une seule de ces pathologies rares, on la connaît par cœur. Donc, on est vraiment concentré là-dessus. On connaît les personnes qui prennent en charge ces ou cette pathologie. Comme je le disais tout à l'heure, on connaît la filière de prise en charge, le centre national de référence, les centres régionaux de compétences. Au travers des discussions que l'on peut avoir avec eux, où on propose des idées de partenariat, de projets, pour faire en sorte, le but ultime étant toujours que les patients vivent mieux, où on propose des choses, où eux-mêmes nous proposent des choses. Souvent, la tendance, quand c'est dans la deuxième option, c'est-à-dire les centres qui nous proposent des choses, comment fait-on pour qu'ils nous proposent plutôt à nous qu'à d'autres ? Et là, je pense que quand on démontre notre rapidité d'action, notre excellence des connaissances et des compétences et dans l'exécution, on a plus de chances de créer des partenariats avec des médecins, des associations de patients ou des filières, qu'avec des structures qui vont mettre un peu plus de temps à répondre ou qui vont être, avec lesquelles ça va être plus compliqué de travailler. On respecte quand même toute la compliance, je tiens à le dire. On travaille de manière éthique, mais l'idée, c'est d'aller vite, de pouvoir répondre aux besoins et d'avoir des objectifs communs en se disant, aujourd'hui, pour que tel patient dans telle pathologie aille mieux, qu'est-ce qu'il faut faire en plus ? Fournir des traitements, c'est ce qu'on attend de l'industrie pharmaceutique. Mais ce n'est pas suffisant. Un traitement tout seul, sans éducation thérapeutique, sans soutien quel qu'il soit, en tout cas sans identifier ses besoins nécessaires, on n'a même pas fait la moitié du chemin. Mais je trouve ça hyper intéressant d'avoir ton retour d'expert, de spécialisé dans ce domaine, parce que
c'est pas une histoire de comparer ou dire mieux, pas mieux. Enfin, le sujet, c'est pas vraiment là, c'est d'être capable de comprendre quasi un métier qui est naissant. J'ai l'impression que c'est des pratiques qui sont aussi un peu extrêmes, mais que, en fait, peut-être petit à petit, tout le reste de l'industrie, en fait, peut être inspiré ou va être amené, en fait, à avoir ces réflexions peut-être un peu plus tardivement. Et du coup, c'est un peu revenir un peu à l'essence de c'est quoi un acteur qui fait que de ça, et du coup qui est obligé de le faire le mieux possible sans être, je veux dire, pollué par ce qui par Oui, son tout à fait. voilà. Et je voudrais pas, Écosystème. notamment pour les gens qui nous écoutent, hein, que les auditeurs se C'est disent, pour ça que je me permets de mais que les de auditeurs se redire. disent, Il dénigre. il a découvert la roue, Ouais. non pas le roue, mais la roue, et on fait tout ça. Ouais. Parce que aujourd'hui, des gens qui travaillent dans d'autres C'est ça. sociétés, qui travaillent dans les maladies rares, vont me dire, mais moi, on fait la même chose que vous. Bon, C'est ça. très bien, c'est sûr. J'ai dans ma carrière, et tu l'as dit, j'ai aussi travaillé chez GSK, et notamment chez GSK dans une sous-partie de GSK qui s'appelle Vive Healthcare. Vive Healthcare, c'est une joint venture, mais qui appartient à GSK, qui est 100% dédiée VIH. Donc j'ai déjà un peu connu ça. C'est-à-dire que quand on est spécialisé dans un domaine et qu'on ne fait que ça, du matin au soir, on a des réflexes et on a des compétences qu'on n'a pas forcément, ou qu'on a, On est mais qui dans ne sa sont pas à bulle. 100%. Ouais, Voilà, on est dans qui sa ne sont pas bulle. développés à 100%. Parce qu'aujourd'hui, moi, si demain on me dit tel médicament arrive, j'ai expliqué le business model tout à l'heure, dans votre laboratoire, dans ton escarcelle, dans les 48 heures, on a déjà fait le tour, à la fois de ce qu'on appelle le PNDS, les centres de référence, les centres de compétences. On a déjà pris des contacts avec les gens. On a à 80% une idée de ce que l'on doit faire, de ce que l'on peut faire pour servir la communauté. La vraie différence, elle est là. Elle est sur la rapidité, sur l'accélération, parce que tous les gens qui travaillent chez Sobi ne font que des maladies rares tout le temps. Et pour certains, ça fait plus de 15 ans qu'ils ne font que ça. Ok, très clair. Merci beaucoup, Sébastien. Je trouve ça hyper clair, et voilà, on avait besoin de cette petite clarification. Maintenant, on va en venir à toi. J'ai besoin de comprendre du coup pourquoi toi, tu as fait ce choix d'aller chez un acteur dans les maladies rares. Alors, pourquoi ce domaine ? Pourquoi ce domaine ? Parce que, alors, je reprends un petit peu d'historique. Donc, dans mon parcours, j'ai fait pharmacie. Donc, je suis pharmacien de formation. Et ça, c'est pareil, c'est un choix depuis très, très longtemps. Quasiment l'entrée au collège en 6e, parce que je voulais faire un métier de soins, en tout cas de santé. Après, il y a plusieurs métiers qui étaient possibles, ou plusieurs domaines qui étaient possibles. Mais quand j'étais enfant, je jouais un peu à ça. Il y a des enfants qui jouent à la marchande, à la dinette. Moi, je développais, ou déjà je dispensais des médicaments. Je regardais mon microscope là, quand j'avais 7-8 ans. Je piquais le doigt de ma mère pour faire des petites lamelles, et je regardais ça. Donc, très scientifique. Chacun son truc. Chacun son truc. Chacun ses jouets, chacun sa façon de s'amuser. Donc, pharmacie, parce que c'était ma volonté de me dire, je vais travailler sur le médicament pour pouvoir traiter ou faire en sorte que les gens aillent mieux. Mais quand j'ai commencé pharmacie, ou même avant de commencer pharmacie, je ne voulais pas faire pharmacien d'officine. Déjà parce que dans ma famille, on n'avait pas de tradition d'officine ou de pharmacien d'officine. Et j'ai été tout de suite intéressé par l'industrie, mais l'industrie côté plutôt laboratoire pharmaceutique que production ou contrôle qualité. Donc finalement, ça s'est enchaîné à peu près tel que je le voulais. Quand j'ai commencé ma carrière, et tu l'as dit tout à l'heure sur les différents postes que j'ai pu avoir, ce qui m'a tout de suite intéressé, ce sont les pathologies ou les médicaments de spécialité. J'ai toujours voulu travailler dans la spécialité, et la logique ensuite est arrivée sur les maladies rares, parce que ce qui m'intéresse, c'est de voir l'impact de ce que nous faisons sur les patients. Plus on travaille sur des maladies rares, ou là où il y a le moins de patients, plus on voit l'impact. Alors moi, je ne vois pas de patients au quotidien, loin de là. Enfin, on voit bien, je parlais du Téléthon tout à l'heure, on voit bien l'évolution dans les 15-20 dernières années de ce qui se passe et de la transformation radicale sur la vie des patients. C'est la raison, moi, essentielle pour laquelle je suis parti là-dedans. On parlait du VIH tout à l'heure, c'est la même chose. Le VIH, dans les années 80, les gens mouraient. Aujourd'hui, quelqu'un qui prend un comprimé par jour, voire maintenant une injection tous les 2 mois, et qui suit son traitement de manière régulière, a la même espérance de vie qu'une personne qui n'a pas de VIH. Donc, on a fait des progrès phénoménaux. Et ce qui me drive vraiment profondément, c'est ça. C'est de voir l'impact du travail que nous accomplissons au quotidien sur la santé de la population de manière générale. Avant Sobi, donc, tu as eu une carrière chez des gros acteurs. C'est comme ça que tu as fait tes choix aussi, à chaque fois trouver un... Comment t'as réfléchi ?
C'est l'impact de la molécule ou il y a autre chose pour trouver des métiers petit à petit? Quand on rentre dans une grosse société, on a parfois, pas toujours, mais on a parfois le choix entre plusieurs types de métiers, plusieurs aires thérapeutiques. Donc, quand je reprends en fait ma carrière du début jusqu'à maintenant, jusqu'à la fin, j'espère que c'est pas la fin, mais jusqu'à maintenant en tout cas, j'ai commencé par une grosse société. Donc quand je suis rentré en stage, j'ai commencé par une grosse société pour voir un petit peu dans la pharma ce qui se passait. J'ai commencé sur la transplantation chez Roche, donc encore une fois de la spécialité, et dans une grosse société. Donc on arrive là-dedans, stagiaire, on découvre son métier, mais aussi des métiers, plein de métiers différents. On découvre plein de molécules différentes et on commence à se forger son idée en se disant, moi je veux continuer à travailler dans le futur sur des médicaments qui sont pour un moins grand nombre de patients parce que je veux voir cet impact. Ensuite, au bout de 2 ou 3 ans, dans une société comme ça, je me suis dit, mais tiens, si j'allais voir une petite structure, quelque chose de totalement différent. Donc, je suis rentré chez Eisai, encore une fois, employé numéro 5 ou numéro 6. Donc là, il fallait tout faire. Et là, c'est différent par rapport à une grosse structure parce qu'on touche à tout. Il faut toucher à tout. Parce que si on ne touche pas à tout, personne ne va le faire. Donc là, j'ai travaillé pendant quasiment 8 ans chez eux. La structure elle-même a grandi. Mais encore une fois, sur l'Alzheimer, donc c'est une pathologie beaucoup plus large, bien sûr, mais toujours de spécialité. Et ensuite, au bout de 8 ans chez eux, je me suis dit, bon, on retourne dans une grosse structure, mais avec un choix sur en tout cas, les aires thérapeutiques, ou les molécules et les métiers. Okay. Est-ce que tu veux nous parler d'une expérience en particulier qui t'a beaucoup, appris, marqué, transformé personnellement? Est-ce qu'il y a un truc qui vient à l'esprit? Écoute, j'en ai plein, mais on n'a pas non plus 3 heures devant nous. Donc, c'est ça. Donc, je vais essayer de faire court. Il y en a quelques-unes. Il y a, pour moi, les expériences de pays différents. Ça, c'est la première chose. Dans ma carrière, j'ai travaillé 2 fois en Angleterre, 1 fois au Canada. Donc, d'un point de vue personnel, également pour la famille, le fait de déménager, de partir à l'étranger n'est pas anodin. Souvent, les gens, quand je leur disais, tiens, je pars au Canada, quelle chance, c'est fantastique. Oui, c'est vrai. Ça l'est sur le papier, ça l'est aussi en vie réelle, mais il n'y a pas que des moments faciles. Quand on se retrouve à 6 ou 7 000 km de sa famille, c'est pas toujours évident. Donc ça apprend. Ça permet aussi d'ouvrir sur des cultures différentes. Même si j'étais basé à Montréal et que beaucoup de gens parlent français, c'est quand même une culture différente. Puis de toute façon, on ne voit pas toujours ce qui se passe ou ce qui se dit, très sincèrement. Donc ça permet de découvrir des cultures différentes. Une autre chose que je peux te dire, mais là par rapport au métier, j'ai toujours une carrière commerciale, on va dire. Donc de marketing, vente, marketing, les deux combinés. Quand j'étais donc directeur général au Canada sur la partie VIH, dont je parlais tout à l'heure, s'offrait à moi le choix soit de continuer dans ce domaine-là, sur un poste tel que je l'ai aujourd'hui finalement, soit de faire autre chose. Et en fait, on m'a proposé de prendre la tête du Global Market Access et Pricing chez GSK pour l'ensemble du portefeuille. Ma première réaction a été de dire, mais je ne suis pas un spécialiste. Pourquoi moi? Pourquoi moi? Je ne suis pas un spécialiste, pourquoi vous me proposez ça? Et la personne qui m'embauchait à l'époque me disait, mais parce que des spécialistes, on en a eu, c'est très bien, ils apportent toute leur expertise, toute leur connaissance, mais on a besoin de quelqu'un qui a des compétences commerciales, qui va permettre de rapprocher le market access et le pricing du médical, du commercial. Parce que si on travaille encore une fois en silo dans des organisations, ça ne fonctionne pas. Donc quand on n'a que des experts, il faut quelqu'un, ou en tout cas un état d'esprit qui va mettre un peu d'huile dans les rouages et qui va permettre de s'assurer que ça fonctionne bien et que les gens comprennent bien quel est l'objectif ultime. Donc pour moi, cette expérience-là a été enrichissante parce que, honnêtement, les 3-4 premiers mois, je ne comprenais rien à ce qui se passait. Mais vraiment rien. Et c'est un peu difficile quand on arrive à un certain âge, à 45 ans, qu'on a fait une partie de sa carrière, de débarquer dans un poste, les gens vous parlent, on ne comprend rien. Donc voilà. Maintenant, l'avantage, c'est que je comprends mieux le market access et le pricing. Et du coup, tu étais là pour apporter tes forces, qui sont d'apporter du lien, d'aider, de pousser les gens à se parler. Tu peux nous donner des exemples concrets? Je peux vous donner des exemples concrets. La première chose, et je crois que ça a beaucoup changé l'état d'esprit de l'équipe Market Access de l'époque, au tout début, quand je suis arrivé, je leur ai dit, écoutez, c'est pas compliqué. Maintenant, Market Access is the new marketing. Ouf, c'est dur, hein? La bombe. C'est dur. Parce que j'avais une équipe d'experts qui, eux, me disaient, moi, je fais des recommandations d'experts à une équipe de développement, ou à une équipe commerciale, ou une équipe médicale. Après, ils en font ce qu'ils veulent. Non, ça, c'est pas... Quand on fait du market access et qu'on développe des molécules depuis la phase 1 ou la phase 2, ce sont les gens qui sont au market access et real world evidence qui doivent dire voilà ce qu'il va falloir dans 5 ans ou dans 7 ans, comme preuve, comme donnée,
pour aller voir les différentes autorités. Donc, c'est vraiment structurer l'ensemble des données pour avoir du succès dans les 5 à 7 ans qui viennent. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que moi, j'ai connecté tout de suite avec les pays, les différents pays, avec les patrons de franchise, pour leur dire, voilà ce qu'on peut vous apporter, comment on travaille ensemble, et des points de contact beaucoup plus rapprochés. Parce qu'avant, encore une fois, les gens travaillaient en silo. Ils donnaient un peu leur... C'est un peu, des vrais experts qui font des rapports. Le rapport est sur la table et ensuite, il ne se passe rien. Donc ça, il fallait changer ça et s'assurer qu'on connecte, on parle. Quand on connecte avec les gens, quand on parle avec les gens, on les écoute surtout, on arrive beaucoup mieux à comprendre leurs problématiques et tenter d'y répondre, ou en tout cas tenter d'expliquer son propre point de vue pour trouver une solution performante. Merci pour cette anecdote de situation. Tu m'avais raconté que pour toi, en fait, il y avait une différence entre éliminer et limiter les risques quand on devait prendre des décisions, faire des choix. Tu peux m'expliquer un peu ce que ça veut dire? Est-ce que c'est une manière de penser pour toi aussi? Oui, c'est une manière de penser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se dit éliminer tous les risques, c'est impossible. Mais quelle que soit la situation, hein, on ne parle pas que de métier ou que d'industrie pharmaceutique, c'est impossible. Donc il faut être à l'aise, entre guillemets, avec l'incertitude, avec l'inconnu. Il faut se dire quand même de quoi ai-je besoin pour prendre des décisions. Et à un moment, sur certaines décisions, si on n'a que 80% des informations, il faut y aller. Parce 80, que sinon, ou 60, ou 70, peu importe. Mais en tout cas, on n'arrivera jamais à 100%. Et il faut prendre ce risque-là, et ce sont des paris. Mais il faut les expliquer. Il faut expliquer. Pour moi, on parle souvent de naviguer, surtout aujourd'hui, dans l'inconnu ou dans l'incertitude, dans un monde qui change, comme tu le disais. On ne peut pas arrêter l'évolution, mais il faut expliquer pourquoi ces décisions-là sont prises. Et même si au bout du bout, elles s'avèrent négatives ou mauvaises, mais on les aura expliquées, on les assume, et puis ensuite on passe à autre chose. Et il faut apprendre surtout de pourquoi, qu'est-ce qu'on en peut apprendre d'une décision qui n'a pas été une bonne décision. Mais pour moi, je dis souvent, quand on fait dans les entreprises, on analyse les risques de l'entreprise. On fait ça de manière assez régulière. Ce que j'ai dit quasiment toute ma vie, c'est que certainement pour moi, le plus gros risque d'une entreprise, c'est de ne pas en prendre. C'est-à-dire qu'essayer de barrer tous ces risques-là, on n'y arrivera pas. Et si on se dit on va agir qu'une fois que tout ça sera barré, le vrai risque, c'est de ne rien faire et de faire du statu quo. Est-ce que tu crois que c'est quelque chose sur quoi tu as mûri au fur et à mesure dans ta carrière? Est-ce que c'est un point de... Je sais pas, où tu prends de l'assurance nécessairement ou pas forcément? Certainement. Alors après, il y a l'âge, il y a les postes, les différents postes de seniorité. Non, ça peut être l'inverse aussi. Ça peut te dire, avant, tu prenais des risques, maintenant, non. Non, je dirais que j'ai toujours à peu près pris des risques. Et peut-être qu'aujourd'hui, avec l'âge, l'expérience et puis le niveau de seniorité, on en prend peut-être encore plus aujourd'hui. Sachant que quand je les prends un peu moins à la manière d'un chien fou, comme quand j'avais 25 ans. Donc, c'est aussi la façon l'explication, tes 80%, tu les... C'est ça, c'est la façon de faire. Tu fais pareil, ok. J'ai envie de parler d'abord un petit peu de ton sens stratégique, parce que je crois que c'est quelque chose que tu aimes bien. Que j'ai envie de comprendre, en fait, comment tu l'as développé, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, comment tu réfléchis. Alors oui, c'est quelque chose qui me plaît et qui m'intéresse, même si j'aime l'action aussi. Hein. mais pour moi, la stratégie, c'est fondateur. C'est vraiment, et ça doit être expliqué de manière simple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je prends une organisation, une entreprise, quelle que soit la personne, quel que soit le poste de la personne dans l'organisation, ce qui m'importe chez Sobi, et j'espère que c'est le cas, c'est que n'importe quelle personne soit capable, de manière simple, d'expliquer la stratégie de l'entreprise. Donc on a beaucoup investi de temps, notamment avec mon comité de direction, pour expliquer la stratégie globale de l'entreprise et la traduction française de cette stratégie globale. De manière simple et la plus approchable possible pour tout le monde, en donnant des exemples très concrets. Donc dans la stratégie de manière générale, et encore une fois, pour les gens qui ont plus de 50 ans, c'est un peu différent maintenant, mais on part de quelle est ma stratégie, quels sont mes facteurs clés de succès, quelles sont mes actions critiques, et on donne un exemple de ces actions-là. Donc expliquer ça à tout le monde et y passer du temps, et le répéter de manière régulière. S'il n'y a pas de changement de stratégie, le dire, parce que quand on dit, par exemple, à des gens que rien n'a changé, en soi, c'est déjà une information. Ouais. Quand ça a changé, passer du temps et l'expliquer. Pour moi, la stratégie, c'est important, mais c'est pas tellement que la stratégie qui est importante. C'est pourquoi cette stratégie-là est mise en place.
pourquoi chez Sobi on fait ce que l'on fait. Avant de dire voilà ce que l'on fait. C'est pourquoi on fait ça. Et une fois qu'on a gagné un peu les oreilles et le cœur des collaborateurs ou des personnes sur le pourquoi, la moitié du chemin est fait. Et c'est quoi ta manière de travailler ensuite ? C'est du coup, c'est donner les directions, c'est attendre aussi qu'ils apportent aussi, qu'ils continuent l'histoire. Comment tu vois Alors nous, sur la définition de la stratégie globale de l'entreprise, Ouais. là, c'est pas moi. Ouais. C'est le comité de direction monde, donc c'est Ouais. évident. Donc on prend ça, on le traduit encore une fois de manière la plus simple possible pour l'ensemble des collaborateurs. Et au niveau français, ce que l'on fait, on déploie cette stratégie, ou en tout cas, on la décrit dans ce qu'on appelle une strategy house, bon, peu importe. Et ensuite, en sein des différents piliers, on a des tactiques clés. Dès lors que l'on fait quelque chose, chez Sobi, on rattache systématiquement ça à la strategic house. Pour donner du sens. Pour avoir du sens, ouais. Voilà pourquoi on fait ça. Ouais. On fait ça parce que ça répond à tel point, tel sujet que nous avions vu. Regardez, c'est là, vous vous en souvenez. Donc cette action-là va répondre à ça. Donc ça permet systématiquement d'avoir un document ou un élément de référence auquel tout le monde peut se raccrocher et se dire, bah oui, je comprends pourquoi on fait ça. Ouais. Et voilà comment on va le faire. Donc après, évidemment, on passe la main. Donc je fais beaucoup ça avec le comité de direction sur la définition de la stratégie. D'accord. Ensuite, chaque membre du comité de direction dans son organisation ou dans sa direction va lui-même ou elle-même déployer ça. Certaines des actions sont collectives, d'autres actions sont typiquement sur une seule direction. Et aujourd'hui, du coup, on va arriver doucement sur le sujet de convaincre dans un monde qui change. Est-ce que tu trouves déjà que le monde change ? Le monde change, mais à une vitesse. J'allais te dire. Non, mais c'est impressionnant. Le monde change, on le voit. Tous les jours, on le voit. Il a toujours changé. Il a toujours changé. Il change encore plus aujourd'hui. Je te disais la dernière fois, j'ai vu une personne d'une université américaine qui disait il y a 6 mois, si vous pensez que le monde va vite aujourd'hui, accrochez-vous parce que chaque jour qui passe, il ira de plus en plus vite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les changements sont multiples et ils sont accélérés par rapport à tout ce qu'on a pu connaître par le passé. C'est pas prévu que ça ralentisse. Et ça va continuer à s'accélérer. Donc oui, ça change. Ce qui donne un peu, ça donne un peu le vertige. Alors ça donne le vertige, oui, c'est sûr. Moi, honnêtement, quand je vois ces changements, je pense aussi à nos aînés. Quand on se dit, par exemple, des gens de 75, 80, 85 ans qui voient ce monde qui évolue à une vitesse phénoménale, on peut avoir un sentiment d'être un peu perdu aussi. Ouais. Pour nous, il faut se dire, il faut l'accepter déjà, premièrement. Il faut accepter, comme on le disait tout à l'heure, l'incertitude. Le fait de se dire, je ne peux pas tout maîtriser, tant en compétences qu'en contrôle, en vérification, ça n'est pas possible. Et il faut voir comment aussi les autorités vont s'adapter à ça. On parlait d'intelligence artificielle, comment les autorités françaises et européennes vont s'adapter à l'arrivée de l'intelligence artificielle dans notre domaine. Comment le monde entier va s'adapter à l'intelligence artificielle, quels que soient les domaines. Mais nous, dans la santé, évidemment, on se pose la même question. C'est un travail qui se fait aussi main dans la main. Enfin, j'imagine que de plus en plus, ça va se faire... Avec les autorités, non, pas forcément, parce qu'elles édictent une Après, il faut comprendre ce qui est en train de changer. Voilà, il faut comprendre vraiment ce qui est en train de changer. Mais bon, on ne rentrera pas dans le sujet aujourd'hui. Mais quand on voit les études, les développements cliniques, ce qu'on appelle in silico, c'est-à-dire avec des bras de synthèse ou avec des comparatifs de synthèse, qui n'existaient pas encore il y a 6 mois, ou il y a 1 an peut-être. Comment les autorités vont accepter ça ? Quels sont les guidelines qu'elles vont mettre en place pour accepter ces éléments-là. Aujourd'hui, on n'est qu'au début, encore une fois. Et tu me disais qu'en fait, c'est un rôle de ton métier, c'est aussi de savoir résister et de construire en même temps. Est-ce que c'est comme ça que tu perçois en fait ton métier, ta valeur aujourd'hui ? Moi, je pense que la valeur, notamment d'un directeur général, c'est d'abord de donner la vision et la direction. Ouais. D'être clair là-dessus, de ne pas changer tous les 4 matins, parce que sinon les gens sont perdus. D'être ouvert en interne et aussi ouvert en externe, de voir un petit peu ce qui se passe, les grandes tendances de l'externe, de ramener ça à l'intérieur de l'organisation et de travailler ensuite avec le comité de direction sur l'articulation, ou pas d'ailleurs, de certains éléments que nous voyons en externe. L'important aussi, c'est la priorisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans un monde qui change, tu l'as dit tout à l'heure, aussi vite, on peut très vite passer d'un projet à un autre et presque dans une semaine avoir 5 ou 6 idées différentes. Si on a 5 ou 6 idées différentes toutes les semaines, c'est impossible de les mettre en place. Donc il faut, même si on les rattache à la stratégie, comme je disais tout à l'heure, donc il faut anticiper vraiment. Ensuite, je pense que sur certains sujets, il faut accélérer. Et sur tous les sujets, il faut atterrir. C'est-à-dire se dire, aujourd'hui, potentiellement, on pourrait faire 50 choses. Clairement, on va en faire 2. On va bien les faire jusqu'au bout, les expliquer, s'assurer que c'est intégré chez l'ensemble des collaborateurs.
et ensuite on passera à autre chose. Oui, parce que même si on va plus vite dans dans l'émergence d'idées et dans l'exécution, il faut aussi que nous, les humains, on soit capable aussi de... C'est ça, c'est un problème d'humain. Non, il faut être aussi capable de percevoir, intégrer les actions, les changements. Tout à fait. Le changement ou la gestion du changement, il y a des sociétés qui, pendant des années, des décennies, se sont lancées en termes de consulting ou d'accompagnement dans justement l'accompagnement du changement. Plus ça change vite, plus il y a besoin d'accompagner. Et comme tu le dis, nous sommes tous des humains. Donc quand on est des humains, on réagit tous de manière différente. Donc moi, tu vas me dire quelque chose, je vais le comprendre ou l'interpréter d'une manière, et je vais me dire, tiens, par rapport à ce que Nathalie m'a dit, je vais faire ça. Si on fait ça avec 8 personnes, il y a beaucoup de chances qu'il y ait 8 interprétations différentes et potentiellement 8 façons de faire différentes. Donc la coordination, je déteste ce mot, mais l'alignement, en tout cas, des points de contact réguliers sont majeurs parce que sinon, l'intégration du concept ou de l'idée n'est pas la même, la vitesse d'exécution n'est pas la même, et il n'y a rien de pire que quelqu'un qui est en haut de l'organisation et qui veut aller trop vite. Et là, je parle pour moi, parce que je sais très bien que c'est mon cas. Donc il faut que je freine de temps en temps. Je pense que mes collaborateurs vont beaucoup rigoler quand ils vont entendre ça, parce que j'ai passé ma vie à dire qu'il faut accélérer. Mais de temps en temps, il faut que je freine, parce que sinon, on perd les gens. Et chacun réagit de manière différente, chacun voit les choses de manière différente, n'a pas forcément les mêmes compétences, la même sensibilité, les mêmes émotions. Et donc, on ne peut pas y dire, c'est pas quand on fait un prompt sur ChatGPT, c'est pas la même chose. Il y a le facteur humain, qui est le facteur essentiel. Et donc, on doit s'assurer que l'ensemble des équipes, collectivement, individuellement, prennent certains de ces sujets-là, pas trop de sujets, et aillent jusqu'au bout pour assurer un succès. Ouais. Donc, tu pointes quelque chose du doigt qui est hyper intéressant aussi, c'est que toute cette rapidité, j'ai envie de dire, toute cette entropie fait aussi qu'on peut se sentir perdu. Parce qu'en fait, ça peut être trop aussi. Ça peut être... on peut se sentir perdu, comme je me suis senti perdu les premiers mois en Global Market Access. Ouais. C'était moins d'entropie, mais c'était un monde différent. Tu l'as cherché. Hein. Je l'ai cherché. Maintenant, je le revendique. Mais à l'époque, je l'ai cherché. C'est vrai que cette entropie peut d'abord donner le tournis ou le vertige. Et quand on a un caractère, alors ce qui n'est pas mon cas, mais qui est plutôt dans le contrôle ou dans le fait de dire « je sais faire, je comprends, j'ai pas besoin des autres », là, c'est une catastrophe. Parce que de toute façon, forcément, on est perdu à un moment ou à un autre. Avant, il y avait des grands fondamentaux dans nos métiers. Aujourd'hui, il y a toujours ces fondamentaux-là, mais qui sont bien challengés, et puis il y a plein d'autres choses à côté. Et on ne pourra pas tout maîtriser. Une personne, ou même un groupe de 5 personnes ou 8 personnes ne peuvent pas tout maîtriser. C'est pas possible. Donc ça veut dire accepter de pas être parfait. Enfin, ça veut dire accepter de ne pas faire parfaitement ce qu'on avait l'habitude de faire, c'est ça? C'est un peu ça. C'est prendre du recul. Ouais. C'est aller chercher les compétences là où elles sont, dans certains sujets. Et en disant, moi, je prends cette personne-là. Honnêtement, au début, elle me parle, je comprends pas ce qu'elle me dit, mais ces compétences-là vont nous servir. Ça va être utile. Et tu l'as dit, je pense la que c'est diversité, quelque chose du coup, c'est aller chercher la diversité. Diversité des compétences, diversité des cultures, des backgrounds, c'est très très important parce que ça apporte vraiment des choses différentes. Et tu l'as dit, en France notamment. Moi, encore une fois, quand on a vécu un peu à l'étranger, on voit les cultures différentes, pas que des pays dans lesquels on vit, mais aussi des gens avec lesquels on travaille. La France, la manière jusqu'il y a encore 10-15 ans d'éduquer ou de faire de l'éducation, au sens éducation nationale du terme en France, c'était grosso modo le professeur, la professeure ou la maîtresse, peu importe, pose une question, les élèves sont censés avoir la bonne réponse. Donc on est dans cette éducation qui est un peu à la Napoléon, il y a une tête, un chef, et les personnes derrière appliquent. Donc la manière dont on est instruit en France, c'est je te dis un truc, tu le retiens, et tu es censé me donner la bonne réponse. Donc le côté élève parfait, soit parfait. Donc si je suis pris au dépourvu, si je ne connais pas, si je ne sais pas, dans l'esprit français de manière générale, surtout pour les gens, encore une fois, de plus de 40-45 ans, c'est pas bon, parce qu'on doit savoir. Et aujourd'hui, il faut savoir lâcher du lest et dire « je ne sais pas ». Je ne sais pas, mais je vais aller chercher, je vais aller trouver, je vais m'entourer, et on va trouver la meilleure ou la moins mauvaise des solutions. C'est ton rôle aussi? C'est mon rôle. Moi, c'est mon rôle de challenger, d'accompagner. C'est les deux, à challenger, accompagner, d'être clair sur les objectifs et de dire, si jamais on ne sait pas faire, ou si on a une idée et qu'elle n'est pas encore tout à fait construite, pas encore aboutie, qui on va aller voir, qui on va aller chercher, comment on va se faire aider pour aller jusqu'au bout et avoir un vrai impact. La clarté, c'est un mot que tu as utilisé. Ouais. Est-ce que tu
va un peu élaborer là-dessus parce que je pense aussi à des modes de travail qui changent. On est loin des gens. En fait, tout va vite. On est loin des gens. Il y a des notions, on peut avoir le sentiment d'en avoir trop ou de perdre du sens. Qu'est-ce que ça a à faire là-dedans, la clarté ? Alors la clarté, pour moi, c'est vraiment le point essentiel. C'est-à-dire que, contrairement à ce que je fais depuis tout à l'heure dans ce podcast où je parle beaucoup, il faudrait essayer de parler Tu es là moins. pour ça. Je suis là pour ça. Il faudrait essayer de parler moins et surtout d'être constant dans ce que l'on dit, sauf si un changement majeur arrive, mais il faut expliquer ce changement. Alors, de manière générale, 80%, 90% du temps, il faut être constant. Il faut souvent dire les mêmes choses parce que d'abord, on l'a dit tout à l'heure, avec l'humain, les gens n'intègrent pas les choses de la même manière, tous, ou au même rythme, ou ont des interprétations, des filtres différents. Et puis dans nos entreprises, comme dans beaucoup d'entreprises, nous avons des gens qui sont au siège et des gens qui sont sur le terrain. Les gens qui sont au siège, avant le Covid, ils voyaient leur manager ou ils voyaient leur DG quasiment tous les jours. Donc là, c'est beaucoup plus facile de faire passer des messages et ça va beaucoup plus vite. C'est intégré beaucoup plus rapidement. Donc on ne peut pas se passer à d'autres types de projets plus rapidement. Quand on est sur le terrain, et moi j'ai été sur le terrain, sur plusieurs postes différents, ça n'est pas la même situation. Parce qu'on est 18 jours sur 20 ouvrés dans le mois, on va dire, tout seul. Il peut y avoir une journée sur les 20 avec son manager, et puis parfois une journée au siège ou des réunions. Donc là, il faut être clair d'abord sur ce que l'on va dire, sur le nombre d'objectifs ou sur on va dire le nombre d'éléments que l'on va communiquer. Et sur chacun de ces éléments, être clair et s'assurer que les gens ont compris. Notamment avec des boucles de rétro-feedback. C'est pas juste une plénière d'1h30 où on parle et puis on s'en va. Parce que ça, très sincèrement, on sait bien que les gens ne retiennent même pas 10% de ça. Donc c'est clair sur l'objectif, et clair sur les messages, et clair sur le fait qu'on les répète plusieurs fois. Parfois, je peux être un peu lourd, je le sais. Parce que je répète plusieurs fois les mêmes choses. C'est comme ça que ça fonctionne. La pédagogie, c'est comme ça que ça fonctionne. La visite médicale, c'est comme ça que ça fonctionne. La publicité, c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. Mais tu crois que du coup, c'est un facteur déterminant en fait dans ce monde qui change, quoi. Ouais, je pense que quand un monde comme le nôtre change à ce point-là ou à cette vitesse-là, on l'appelle comme on veut. Ce sont des balises, des bouées, des ancrages, c'est marrant, cette terminologie un peu nautique et maritime. Mais il faut ça. Si on n'a pas ça, ça part dans tous les sens, tout le temps, et on est perdu, finalement. Donc il faut vraiment, si on le dit d'une autre manière, il faut vraiment une étoile polaire, quoi. Il faut l'étoile du Nord et se dire, c'est ça, c'est là où on veut aller, c'est ce que l'on veut faire. Voilà pourquoi on veut le faire et comment on veut le faire. Et rassembler, il y a convaincre, il y a rassembler aussi. Ouais, rassembler. On parlait tout à l'heure un peu de Sobi, c'est pour ça que je suis aussi très heureux chez Sobi. Chez Sobi, il y a toujours eu, même bien avant que j'arrive, une vraie volonté de fonctionnement cross-fonctionnel. C'est-à-dire que les gens, sur 3-4 départements ou métiers différents, se réunissent. Ça paraît presque un peu forcé, mais au moins une fois par semaine pour échanger, pour discuter de leur situation, des objectifs, de ce que l'on doit faire, de qui a fait quoi, est-ce que ça a été fait, est-ce que c'est à moi de le faire, est-ce que c'est à toi. Donc une vraie, là on tombe vraiment dans le micro, dans l'opérationnel, mais ça part de la stratégie d'en haut jusqu'à l'opérationnel. Donc le rôle des managers, des leaders, c'est donner la vision, mais c'est aussi créer les conditions pour faire ça et s'assurer qu'il n'y a pas 3-4 grandes idées qui arrivent de tout en haut du siège et qui en fait ne veulent rien dire et ne sont pas adaptées, ne sont pas appliquées. D'accord. C'est quoi qui te fascine pour la pharma de demain, du coup, dans ce monde qui change? Qu'est-ce qui te fascine dans le sens qui te challenge, qui te motive, mais aussi qui te dit ça va pas être simple? Moi, alors là, actuellement, on est déjà un peu dans ce cas-là, donc ça va pas être très novateur ce que je dis, mais je pense que la capacité à découvrir de nouveaux mécanismes d'action, de nouvelles molécules, ou pas forcément que des molécules d'ailleurs, mais de nouveaux traitements, on va dire, qui vont impacter, là on parle de maladies rares, mais quelle que soit la pathologie, pour moi c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. J'espère aussi que les temps vont être compressés de développement. On parlait d'intelligence artificielle tout à l'heure. Aujourd'hui, il faut 10-12 ans pour développer une molécule. Peut-être que demain, ce sera que 4, 5 ou 6 ans, parce qu'on va pouvoir compresser les choses. On va pouvoir tester, on va pouvoir aller plus vite. Bon, je lisais ce matin que Poutine a déclaré que dans 6 mois, la Russie serait capable de traiter tous les cancers avec un vaccin. Est-ce qu'on va jusque-là? Je suis pas sûr. Mais en tout cas, en Europe et dans la plupart des pays occidentaux, et ensuite, j'espère, dans le reste du monde, c'est cette fascination de se dire il y a
Ok. Je reprends le VIH. Il y a 40 ans, les gens mouraient. Certaines pathologies, il y a 10 ans, les gens mouraient encore. Aujourd'hui, on voit l'effet spectaculaire des traitements. J'espère que ça va être décuplé ou que ça va être au centuple. Ok. Mais ça va pas être facile, parce qu'il va falloir mettre à disposition, avoir les financements, démontrer, on parlait de maladies rares tout à l'heure, faire des essais cliniques sur les maladies rares, c'est compliqué. Hein, parce que quand on a 10 patients dans un pays et que les autorités attendent une étude randomisée, double aveugle, contrôlée, tout ça, ça, c'est pas possible. Donc, il faut aussi que les critères d'évaluation soient compris et soient différents. Mais moi, je crois beaucoup, là, même si on est dans une phase qui peut être compliquée d'intelligence artificielle mal utilisée, à des fins négatives, même si on voit qu'il y a de plus en plus de gens qui sont dans du complotisme, tel qu'on pourrait le décrire, je crois beaucoup au siècle de la science. Je pense qu'aujourd'hui, là, la science va tellement accélérer que ça va permettre de traiter beaucoup plus de pathologies qu'avant. Donc avec la réglementation. On va en avoir besoin parce qu'il va se passer d'autres choses aussi, comme du réchauffement climatique avec l'émergence de nouvelles bactéries, de nouveaux virus qui vont sortir de 5, 10 ou 15 ou 20 000 années de congélation, notamment au permafrost en Russie. Des pandémies telles que celles qu'on a connues, il va y en avoir beaucoup plus maintenant. Et à cadence beaucoup plus développée. Donc il faut qu'on soit bon pour pouvoir les prendre en charge. Réagir à l'imprévu. C'est ça. On va revenir sur une note plus gaie. Est-ce que tu penses que tu as eu de la chance dans ta vie ? Est-ce que j'ai eu de la chance dans ma vie ? C'est une bonne question, ça. J'ai fait un questionnaire d'intelligence émotionnelle, là, il y a 15 jours, et c'était une des questions. Est-ce que vous êtes heureux dans votre vie ? Est-ce que vous pensez Lucky man en note. Est-ce que vous pensez que vous avez de la chance ? Oui, franchement, oui. Pour plein de raisons. La première, on va dire presque au niveau philosophique ou anthropologique, je ne sais pas. Quand on est en France, déjà, il y a 1% des gens qui sont français dans ce monde. Quand on est en France, quand on est dans une famille qui vous aime, qui vous donne les moyens, qui vous instruit, déjà, rien que ça, on a de la chance. Donc, en plus, moi, je suis né à Marseille, donc j'ai d'autant plus de chance. Pas de commentaire. D'autant plus de chance. Donc, c'est sûr que, oui, de ce point de vue-là, j'ai de la chance. Après, dans ma carrière, spécifiquement à la pharma, est-ce que j'ai eu de la chance ? Je pense que oui, mais la chance, c'est un peu comme tout. C'est-à-dire, j'avais fait un séminaire il y a 15 ans, je me souviens, dont la thématique était « Révèle ta chance ». Tout ça pour dire qu'il y a des gens qui ont de la chance. Tu joues au loto, tu gagnes, tu as de la chance. Il se passe des trucs dans ta vie, souvent c'est parce que tu les as provoqués. Pas toujours, hein, mais souvent c'est parce que tu les as provoqués. Donc la chance pure et dure, oui, j'en ai eu, de par tout ce que j'ai expliqué, mais de temps en temps, je l'ai aussi un peu provoqué. Du coup, ta manière de rendre la chance, c'est quoi ? De rendre la chance ? Ouais, de rendre la chance que tu as eue. Est-ce que tu y penses ? J'y pense, oui, parce que alors, je pense, tu vois, sans faire de comparaison négative avec d'autres métiers, par exemple. Je pense que le métier que je fais, pour moi, c'est un vrai moteur pour me lever le matin. Et je connais beaucoup de gens comme ça. C'est-à-dire qu'on se dit, on va travailler dans ce domaine, on va apporter des médicaments, on va soigner des gens. Donc, on rend déjà un peu à la communauté de ce point de vue-là. Après, il y a toutes tes croyances, pas tes croyances, c'est pas le bon terme, tous tes engagements personnels en te disant, moi, effectivement, j'ai eu cette chance-là, donc comment je peux faire bénéficier une partie de la population, qu'elle soit française ou autre d'ailleurs, et en partageant un peu de cette chance-là. Donc, j'ai fait pas mal de choses dans ma vie, dans différents pays, pour m'assurer qu'effectivement, je rendais un petit peu de cette chance-là. Tu veux parler ? Tu veux en parler ? C'est bien, ton commentaire est très bien, mais il est très général, donc donne-nous des exemples. Je peux te donner 1 ou 2 exemples. Le premier... Tu m'as tendu une perche, surtout. Ouais, c'est ça. Français. Donc, français, il y a 7-8 ans, avant de partir au Canada et en Angleterre, j'avais travaillé pas mal avec le Secours Populaire, notamment. Le Secours Populaire de l'antenne des Yvelines, qui est là où je vis, pour aider certaines personnes qui étaient en recherche d'emploi et qui étaient vraiment dans la précarité, pour écrire avec eux leur CV et faire des petites simulations d'entretien. On ne parle pas d'entretien là avec 25 personnes, mais au moins savoir aller se présenter sur un poste et dire voilà... Insertion sociale. Insertion sociale. Donc ça, c'est un exemple. Le deuxième au Canada, qui est autre chose, où on avait mis un focus tout particulier sur le VIH, encore une fois, sur les populations qu'on appelle en québécois les Premières Nations. Donc les Premières Nations, qui sont les populations qui étaient là avant que les Européens n'arrivent, qui, dans beaucoup de cas d'ailleurs, vivent dans des réserves dans le nord du pays. Et là, il faut s'imaginer que dans le nord du pays, il y a de la neige 10 mois par an. Rien ne pousse, aucun légume, aucun arbre fruitier, parce qu'il fait trop froid et que la terre n'est pas assez fertile. Et que dans ces réserves, on avait mis en place, ou j'avais décidé de mettre en place, des charters notamment, avec des médecins
qui prenaient ces avions-là allaient dans les réserves pour voir les patients atteints de VIH. Parce que dans ces réserves, la prévalence du VIH est parfois supérieure à certains pays africains. C'est-à-dire qu'on était sur 3, 4, 5%. Autochtones. Voilà, dans les populations autochtones, 3, 4, 5% des personnes qui vivaient dans ces réserves qui étaient atteintes de VIH, avec ce que l'on ne voit plus du tout en Occident, même ce qu'on appelle les transmissions verticales, donc de la mère à l'enfant. Parce que quand il n'y a pas de traitement, il y a des transmissions qui se font de la mère à l'enfant. Donc on avait mis en place tout un système, et moi j'ai participé personnellement à des rencontres notamment, et ça alors culturellement c'est très intéressant, avec des chefs de réserve pour essayer de mettre en place à titre à la fois entreprise, mais aussi personnel, donner de mon temps pour pouvoir s'assurer que ces patients-là puissent être traités. Génial. Des belles histoires. On revient sur un côté un peu plus, je sais pas si c'est carrière ou personnel carrière. Quel est le meilleur conseil qu'on t'a donné ? Ouais, c'est une bonne question, ça. Le meilleur conseil qu'on m'ait donné, ça va être un peu trivial. D'abord, le moins bon conseil qu'on m'ait donné. On peut faire dans l'autre sens. Voilà, c'est celui qui m'est venu répondras aux deux. C'est celui qui m'est venu en tête. Le moins bon conseil qu'on m'ait donné. Pire conseil. Alors pire peut-être pas, mais le moins bon en tout cas, on va dire. Le moins bon, c'est on m'a dit ne choisis pas ce poste pour ton manager. C'est-à-dire que tu dois choisir ce job-là. D'accord. Sans réfléchir à qui est le manager. J'ai fait ça une fois. Parce qu'il va changer ou parce que quoi ? Parce qu'il peut changer. Oui. J'ai fait ça une fois, plus jamais je le referai. Parce que le job peut avoir un intérêt, mais la relation avec le manager, ou la manager, peut bonifier ou pourrir la vie. Donc ça, pour moi, ça n'était pas à l'époque, en tout cas, un bon conseil. Okay. Le meilleur conseil qu'on m'ait donné dans ma carrière, si je réfléchis, c'est d'abord deux, on va dire. Un, c'est un peu trivial, un peu bateau, et je pense que beaucoup de gens vont dire « ouais, d'accord, ok, s'il est venu pour ça, c'est pas la peine ». Mais c'est en gros, tu as un job, tu as une définition de fonction, fais-en ce que tu veux. C'est-à-dire tu vas pousser un peu les limites et te dire « bon, ok, on demande de faire ça, 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 mais moi, j'ai aussi envie d'explorer plusieurs choses, donc je vais pousser, je vais regarder, je vais chercher un peu à l'extérieur ce qui existe, je reviens, je propose. » D'accord. Bon. Ça, c'est bien, mais je pense que beaucoup de gens ont ça en tête. Le deuxième, pour faire très bref, c'est à l'époque le CEO de Vive, qui m'a dit, si tu veux, tu continues comme general manager dans une autre filiale, mais moi, je pense qu'il faut que tu fasses autre chose. Va faire du Global Market Access. D'accord. Très bon conseil. D'orientation. Ouais. Aller beaucoup plus loin que ce que tu aurais pu penser. Oui, c'est sûr, parce que moi, jamais j'aurais pensé à ça. Et puis, il y a... Alors là, on n'est pas... je peux pas faire un petit dessin sur une feuille, mais grosso modo, dans les développements, on va dire un premier cercle où on se dit, ça, c'est ma zone de confort. Un deuxième cercle plus grand, concentrique, où là, on se dit, ça, c'est la zone d'apprentissage. Et puis un troisième cercle beaucoup plus large, où là, ils appellent ça en anglais le Oh Hell Zone. C'est-à-dire que là, c'est une catastrophe absolue. Je comprends rien à ce qui se passe, je sais pas ce qui se passe. J'arrive à peine à surnager. Donc, c'est l'enfer, entre guillemets. Donc, on apprend encore plus vite que dans la zone d'apprentissage. Et évidemment, beaucoup plus que dans la zone... On survit bien. Là, j'ai été là-dedans pendant 3-4 mois. Et ensuite, ça m'a permis de repasser dans la zone d'apprentissage, dans la zone de confort. Et quand j'ai été directeur général avant ça et après ça, pour moi, c'est le jour et la nuit. Ça va rien à voir. Jour et la nuit, parce qu'on comprend beaucoup mieux les problématiques. Tu as un exemple, encore une fois, tu peux nous dire ? Oui. Des manières de voir les choses ou de percevoir ? Des manières de voir les choses sur notamment tout ce qui est relation aux autorités et discussion avec les autorités sur les données que nous fournissons. Avec ton métier, parce que ton nouveau métier, tu as appris. Ouais. Exactement. C'est-à-dire qu'on se dit, à l'époque, on dit, mais je comprends pas, on amène un dossier, je comprends pas qu'ils disent non, qu'ils posent des questions. Quand on a travaillé de l'autre côté, on se dit, mais voilà ce qu'il faut pour répondre aux besoins des autorités. Et donc, on se dit bien avant, bien en amont, et on peut challenger, notamment les gens du global, en leur disant, c'est ça qu'il nous faut, parce que sinon, dans 5 ans ou dans 4 ans, on va avoir un problème. Canon, est-ce que tu peux nous partager un peu tes sources d'inspiration ? Donc moi, mes sources d'inspiration, elles sont, on va dire, multiples, mais elles sont d'abord, c'est pas un beau terme, on va dire la matière humaine, c'est-à-dire les échanges. Et quelle que soit la personne. C'est-à-dire que je parle beaucoup avec les gens, je les écoute beaucoup surtout, dans tous les domaines, pas que dans la pharma, dans plein de domaines différents. Donc ça m'intéresse de savoir, par exemple, quand je vais dans un pays, la culture, l'histoire du pays, à tel point que quand j'étais au Québec, certains de mes collaborateurs me disaient « mais arrête avec tes questions ». Parce que même nous, on ne sait pas. Oui, c'est ça, c'est les mêmes malades. Mais c'est ça qui m'intéresse, parce que je me dis, quand on sait d'où les gens viennent, en général, on sait à peu près où ils en sont et où ils veulent aller. Donc les discussions, beaucoup de discussions, de rencontres, dans tous les domaines et pas que dans le mien. L'autre source d'inspiration, pour moi, qui est majeure, c'est le sport.
D'accord. Mais pour plein de raisons. Donc j'adore tous les sports, même les plus excentriques. J'entendais ce matin qu'on était en demi-finale du mondial de water-polo, par exemple. Tu vois, c'est pas non plus le sport le plus répandu. Mais quand j'étais en Angleterre, je me suis beaucoup intéressé au cricket. Quand j'étais au Canada, à Montréal, le Temple, hockey sur glace. Puis après, tous les sports classiques. Et aujourd'hui, dès que j'ai une demi-heure, je vais jouer au padel. D'accord. Et ça m'inspire par rapport aux valeurs du sport. C'est-à-dire les valeurs de partage, de camaraderie. Parfois, on a un peu besoin, surtout moi, un peu plus de discipline dans l'entraînement, dans la préparation. Les figures sportives en tant que telles, un peu moins. C'est-à-dire les gens qui viennent à la télé pour parler du sport, un peu moins. C'est plutôt le sport en tant que tel. Ouais, d'accord. La discipline. D'accord. Cadran. Merci beaucoup, Sébastien. Est-ce que tu as autre chose que tu as envie de partager ? Dernière chose. Une dernière chose, c'est envie de dire. Alors, ce que j'ai envie de dire, ça fait un peu prêche devant tout le monde, mais je pense que quand on veut faire les métiers que nous faisons, et même au sens large, il faut se donner les moyens et il faut ne pas avoir peur de ne pas y arriver et de l'échec. C'est-à-dire que quand on veut faire quelque chose, il faut y aller. Il faut y aller, vraiment. Et dans nos métiers spécifiques à la pharma aujourd'hui, même si je suis aujourd'hui directeur général d'un labo, peu importe la hiérarchie. Je reviens sur le tout début de ce qu'on disait tout à l'heure. Sobi, société suédoise, la culture suédoise, la société suédoise, c'est une voix égale une voix. C'est un peu comme la démocratie ici, quand on vote pour des élections, une voix égale une voix. Donc peu importe l'endroit où on est, peu importe sa position hiérarchique, on a des choses à dire, on les dit. Il ne faut surtout pas avoir peur de penser que ce que l'on dit n'a pas d'intérêt ou ne va pas avoir d'intérêt ou est un peu déconnecté. Il faut le faire, il faut le dire. Il faut aller provoquer ces points de discussion, ces points de rencontre, partager ce qu'on a en tête, garder son idée, parce que parfois elle n'est pas sélectionnée. Mais... Alors, parfois elle n'est pas sélectionnée, il faut toujours faire des choix. Faut faire des choix. Mais je pense qu'il faut vraiment se battre pour ce que l'on est, pour ce à quoi on croit, et il faut se mettre en avant. On disait tout à l'heure, c'est pas facile, les émotions, tout le monde ne les gère pas de la même manière, tout le monde n'est pas capable de faire ça, tout le monde n'a pas envie de faire ça. Mais il faut aller au-delà de sa fonction, au-delà de ce que les gens attendent de vous, et les surprendre. Waouh, super conclusion. Merci beaucoup Sébastien pour cet échange. Merci Nathalie. À bientôt. C'est la fin de cet épisode, mais avant de vous dire à la semaine prochaine, j'ai quelques détails à vous partager. Si vous voulez continuer la discussion avec les invités, vous pouvez aller directement sur LinkedIn. Je vous mets le lien du post dans la description de l'épisode. Si vous souhaitez me contacter pour des questions ou pour proposer de nouveaux invités, le plus simple, c'est de m'écrire directement dans la messagerie de LinkedIn. Ah, et une dernière chose, pour m'aider à supporter ce podcast, vous pouvez mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est le plus efficace pour moi. À bientôt!